Conatus, mot latin qui signifie impulsion et qui vient du verbe conor, qui signifie entreprendre. Au sens le plus général, commencer, se préparer à quelque chose, se disposer à faire quelque chose. Le conatus est un effort physique, moral ou intellectuel. Par exemple, je tente de me frayer un passage dans une foule, c'est l'effet de mon conatus. Je rassemble mes forces pour repousser les assauts de puissances malveillantes, c'est encore l'effet de mon conatus. Plus généralement, toute stratégie d'union pour combattre et vaincre ce qui nous menace, c'est encore l'effet des conatus concourants. Enfin, le simple fait de chercher ce qui nourrit et permet de vivre relève du conatus au sens le plus élémentaire du terme. Le conatus, c'est la tendance de toute chose à continuer d'exister, ou comme le dit Spinoza, chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans l'être. Chaque chose, c'est la formule la plus indéterminée qui soit, et par conséquent, elle englobe aussi bien les animaux et les choses inanimées que l'homme. Conception intolérable, crime de lèse-majesté au vu d'un certain humanisme idéaliste qui voudrait faire de l'homme un être absolument à part, un empire dans un empire, pour reprendre une autre expression de Spinoza. Mais l'homme n'est pas un empire dans un empire. Il fait partie de la nature. C'est un être naturel qui est déterminé par les mêmes causes que tous les autres êtres. Et tout être est déterminé par sa puissance, c'est-à-dire un quantum qui exprime un rapport plus ou moins stable de mouvement et de repos. Autrement dit, tout individu ou corps est tout corps composé se conserve en tant que forme ou structure à travers toutes les modifications, tous les changements qui l'affectent. Telle est sa nature ou son essence. Il ne peut exister seulement par lui-même, car il est nécessairement en relation avec ce qui l'entoure. Il ne peut se faire, dit Spinoza, que l'homme ne soit pas une partie de la nature et puisse ne pâtir d'autres changements que ceux qui peuvent se comprendre par sa seule nature dont il est cause adéquate. En d'autres termes, nous ne sommes pas Dieu et le monde n'est pas fait à l'image de l'homme, ni au service de l'homme, lequel est pris, comme toute chose, dans des rapports de force avec les autres réalités. Ce que Spinoza énonce de la façon suivante. L'effort, conatus, par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être, n'est rien à part l'essence actuelle de cette chose. La démonstration de cette proposition lapidaire se justifie ainsi. Tout ce que fait ou peut faire une chose, ou un être, suit nécessairement de sa nature déterminée. On ne peut pas faire aboyer une table, ni faire passer un chameau par le chat d'une aiguille, mais par ses connaissances, par ses techniques, son bricolage, l'homme peut transformer des données naturelles et construire une forme de vie proprement humaine. Pour compléter ce propos, il faut quand même souligner combien est fragile l'existence de toute chose. Il n'y a pas de chose singulière, dit encore Spinoza, dans la nature des choses, qu'il y en ait une autre plus puissante et plus forte, mais étant donné une chose quelconque, il y en a toujours une plus puissante par laquelle la première peut être détruite. Toutefois, le propos est loin d'être aussi abstrait qu'il y paraît, car il pose le cadre de l'éthique individuelle et de la conduite de l'État. De quoi s'agit-il dans les débats qui animent notre vie politique? Qu'est-ce que l'action politique et sociale? La dynamique des forces s'exprime-t-elle dans la rupture pour laisser libre cours à toutes sortes d'entreprises concurrentes, ou bien dans la résistance à la destruction de l'État, garant de la paix et de la liberté de la société? Peu importe les discours idéologiques, le problème n'est pas tant d'opposer le parti du mouvement au parti de l'ordre que de comprendre en quoi consiste la puissance d'agir des individus et de la société. Si toute chose, rivière, planète Terre, tout être vivant, homme ou animal, tend à se conserver, à perdurer, alors le principe actif est dans cette tendance, bien qu'il soit paradoxal de parler d'un principe de conservation actif. L'analyse de la notion de conatus éclairera ce conservatisme paradoxal. Alors le terme conatus vient de la physique de la Renaissance, qui désigne l'impulsion qui fait passer un corps du repos au mouvement. À son origine, le mot conatus porte l'idée de l'énergie fondamentale qui produit l'ébranlement du corps et initie sa mise en route à la poursuite d'un certain objet. Le conatus est en effet l'énergie de l'appétit s'il s'agit d'un animal, du désir s'il s'agit de l'homme, mais il peut aussi s'appliquer au corps non vivant. C'est alors le principe de conservation d'un état donné de la matière et de son mouvement, autrement connu sous le nom de principe d'inertie, très mal nommé. En effet, dans le langage ordinaire, l'idée d'inertie est associée à l'inaction. Cette compréhension renforce alors la croyance
à une séparation des modes d'existence. L'inanimé, la vie animale instinctive d'un côté, serait réductible au mécanisme, c'est-à-dire aux lois physiques des corps, tandis que de l'autre, la vie humaine serait d'une autre nature, régie par la volonté, la force de l'esprit, seule réellement active et séparable de la réalité corporelle. Avant que soit constituée une physique dynamique, à partir du concept de force, c'est-à-dire à la fin du XVIIe siècle, le terme de conatus a donc introduit un élément dynamique dans la physique qui était alors limitée à une théorie purement mécanique du mouvement des corps dans l'espace. Et c'est Hobbes qui s'est ainsi distingué de la physique cartésienne, trop restreinte à la grandeur, à la figure et au mouvement. Il a introduit ainsi la notion dynamique du conatus, conçue comme un état instantané du corps qui comprend une tendance à se mouvoir. Ne disposant ni du concept de force tel qu'il sera défini par la suite, notamment par Newton et Leibniz, ni du calcul différentiel, Hobbes en fut réduit à bricoler une intuition du degré de puissance d'un corps à un instant T. Mais l'essentiel est bien dans la compréhension de la dynamique d'une force orientée. Ainsi, dans la théorie du mouvement abstrait, Leibniz reprendra la notion du conatus comme grandeur vectorielle. C'est vitesse avec une certaine direction. Mais comment peut-on passer d'un concept de physique à un principe philosophique universel? Quelle philosophie a besoin de penser l'action consciente, volontaire, sous la forme du conatus, sinon celle qui ne se reconnaît pas dans le lieu commun de la philosophie idéaliste? Si la volonté libre, le libre choix, la force de la volonté pure ne sont qu'illusions, comme le soupçonne la pensée naturaliste, alors la volonté et le désir ne peuvent être opposés. Mais cette philosophie naturaliste n'est-elle pas, de ce fait, condamnée au fatalisme, comme n'ont cessé de l'en accuser les idéalistes? Voyons donc si ce ne serait pas l'idéalisme actif qui aurait prospéré sur un préjugé extrêmement dommageable pour la liberté d'agir, c'est-à-dire de produire des effets, le préjugé volontariste. Descartes affirme dans la 4e méditation, je cite, « qu'il n'y a que la volonté seule que j'expérimente en moi être si grande que je ne conçois point l'idée d'aucune autre plus ample et plus étendue, en sorte que c'est elle, principalement, qui me fait connaître que je porte l'image et la ressemblance de Dieu. » Cette proposition semble le sommet du volontarisme. Mais pourtant, Descartes n'admet que la maîtrise de ses propres pensées. Quant au monde extérieur, il dit qu'il vaut mieux changer ses désirs plutôt que son ordre. Le volontarisme effréné, c'est un rejeton de l'idéalisme allemand. Et la philosophie qui en est la quintessence me paraît être celle de Johann Gottlieb Fichte. Pour lui, agir, c'est extérioriser notre subjectivité en modelant le monde selon notre volonté. C'est ma pensée qui produit l'idée, cause finale, idéale à réaliser. Et c'est moi, la force efficace qui agit. Le mal, pour lui, marque l'arrêt du développement, c'est l'inertie, la paresse, la lâcheté. Le monde s'offre à moi comme ce qu'il faut transformer. Il y a un but terrestre, un horizon de l'histoire humaine qui doit être la conséquence, le résultat de mon action. Je le cite. « Je veux que quelque chose devienne réel parce que je dois agir pour qu'il devienne réel. La force humaine illuminée, armée de ses découvertes, dominera sans peine cette nature et maintiendra sans heurts la conquête qu'elle aura faite. » Mais Fichte reconnaît que la majorité des hommes, je cite, serait plus facilement conduite à se prendre pour un morceau de lave dans la lune que pour un mois. Dans la 5e conférence sur la destination du savant, il reproche à Rousseau de ne pas avoir été assez idéaliste, d'avoir dépeint une raison au repos et de ne pas avoir su penser la force active de l'esprit. L'idéalisme a pour lui une vocation pratique, car l'homme a un idéal de perfection qu'il doit réaliser dans ce monde au prix des plus grandes souffrances. Il conclut « C'est être efféminé que de rester là et déployer la corruption des hommes sans lever une main pour la diminuer. Agir, agir, voilà pourquoi nous sommes là. » Aussi séduisante soit-elle, cette philosophie de l'action, qui a séduit Marx, entre parenthèses, repose entièrement sur le principe d'un sujet conscient de lui-même qui se pose en s'opposant à ce qui le détermine comme une chose. Sartre, aussi, définit la liberté comme le négatif de l'être en soi, de la réalité inerte des choses. Mais les conséquences d'un tel point de vue sont infiniment moins réjouissantes. En effet, si je ne peux affirmer ma volonté libre
ou mon libre arbitre que contre ma nature. Il s'ensuit que je ne peux vouloir ce que je désire, puisque ce qui me pousse à désirer, ceci ou cela, échappe à ma volonté. Le désir, en effet, est l'expression de ma nature. Dans la pensée idéaliste héritée de Platon, le désir est essentiellement le manque, éprouvé d'un objet perdu ou d'une perfection absente. C'est le terme latin, desiderium, qui exprime ce désir-là, empreint de nostalgie, voué à l'insatisfaction inéluctable. On comprend qu'il soit impossible de vouloir un tel asservissement à perpétuité et que la volonté ait été conçue comme une sorte de remède à la passion, pathos, pathologie, passion, aboutissement du désir, marque indépassable de la finitude et de l'imperfection humaine. Au contraire, si le désir est défini comme appétit conscient, il exprime l'essence de l'homme. Le terme latin qui convient alors est cupiditas, du verbe cupio. Je souhaite, j'éprouve un penchant naturel pour quelque chose ou quelqu'un. J'aime, je convoite. Mais ce verbe exprime aussi des aspirations réfléchies et justes. Autrement dit, les hommes sont des êtres vivants qui se représentent leurs appétits et qui imaginent les moyens pour les satisfaire. Les voies qu'ils suivent sont diverses, plus ou moins sages et lucides, mais tous suivent un processus naturel. Cette conception implique une critique radicale de l'idée de libre arbitre. En effet, lorsque nous croyons décider indépendamment de toute détermination, de faire ceci ou cela, lorsque nous nous imaginons agir comme une cause absolument première, nous rêvons les yeux ouverts. C'est parce que nous avons conscience du but de notre action, mais que nous ignorons les mécanismes psychologiques et corrélativement les mécanismes neurologiques que nous croyons agir librement. Si une pierre, tombant sans rencontrer d'obstacle, suivait sa trajectoire naturelle en vertu de la loi de la chute des corps, et si cette pierre était consciente d'elle-même, ne croirait-elle pas agir librement? Le conatus de cette pierre est identique à sa vitesse croissante, en langage plus moderne à son énergie cinétique. Ce n'est que si la pierre rencontrait un autre corps, déviant sa trajectoire, ou si elle était arrêtée, que sa puissance d'agir était empêchée. Si elle en avait conscience, c'est seulement à ce moment-là qu'elle se sentirait contrainte ou assujettie à une force extérieure supérieure. L'homme est comme cette pierre. La force avec laquelle l'homme persévère dans l'existence est limitée et surpassée infiniment par la puissance des causes extérieures. Ce constat réaliste, sans concession, qui paraît triste, est nécessaire afin de prévenir toute tentation vers un idéalisme actif, qui est pire. Il ne faut nullement en conclure que nous sommes semblables en tout point à des pierres ou à des morceaux de lave sur la Lune, pour reprendre l'expression de Fichte, car nous sommes bien plus complexes que les pierres. Notre corps est formé d'une multiplicité d'éléments et cela nous donne une puissance d'agir infiniment plus grande. De plus, nous pensons, et quand nos idées sont inadéquates, elles n'en sont pas moins des modes d'exister infiniment plus riches que celui des pierres. Il faut donc sortir du faux dilemme, ou bien l'idéalisme actif ou le fatalisme passif. Il est faux de se forger un adversaire caricatural, inerte, immobile et aussi stupide qu'un rocher. Mais Don Quichotte n'est-il pas un personnage super actif dans sa lutte désespérée contre les moulins à vent? Peut-être vaut-il mieux savoir prendre le vent ou la vague, et puis joyeusement en plus, que d'être ce chevalier à la triste figure. Alors bien vivre et chasser la mélancolie. Tout ce qui augmente la puissance d'exister rend heureux, et tout ce qui la diminue rend triste. Il est naturel de fuir la tristesse. Le conatus, c'est l'énergie du désir qui fait durer. Or, le désir nous fait rechercher ce que nous jugeons bon et utile. La volonté est de l'ordre d'un effort intellectuel quand nous sommes attentifs, quand nous exerçons à réguler nos pensées, mais quand cet effort, conatus, se rapporte aussi bien à notre esprit qu'à notre corps, c'est le désir à proprement parler. Or, nous ne sommes pas de purs esprits, et notre complexion, notre nature singulière, est déterminée par ce conatus complet, effort physique, moral et intellectuel. Nous croyons aspirer aux choses parce qu'elles sont bonnes, mais nous les avons jugées telles parce que nous les désirions déjà. Par conséquent, quelque chose nous échappe dans le mécanisme du désir. Nous avons conscience de nos appétits, mais nous en ignorons les causes. De là vient que nous nous trompons souvent et que nous désirons ce qui va causer notre malheur. D'où vient que les hommes luttent pour leur esclavage comme s'il s'agissait de leur salut? Il s'agit de comprendre les causes de la servitude volontaire, au lieu de s'en gausser ou d'en faire le procès moral. Le conatus humain se rapporte non seulement au corps et à ses besoins, mais à l'esprit, capable de mémoriser les expériences heureuses, les moments agréables et d'en imaginer d'autres, de fantasmer sur les possibilités nouvelles, de calculer ses chances d'y parvenir, de comparer ses biens à ceux des autres. À la différence de l'appétit animal,
Le désir humain est indéterminé et extrêmement labile. Il peut se fixer sur toutes sortes d'objets. Donc, l'homme est inajusté à son utile propre. Il peut facilement s'en écarter et dérailler. Ainsi font ceux qu'obnubile une passion dévastatrice, comme l'amour du jeu, de l'argent ou du pouvoir. Dans ce genre de délire, au reste non seulement toléré, mais bien encouragé par une société fondée sur la domination et la compétition, sans limite, le désir ne porte plus alors sur un objet déterminé, mais sur l'imitation du désir des autres. Ainsi se développe un système des conatus captifs, tous orientés vers un but, le désir de faire quelque chose que tout le monde désire faire, devenir riche et célèbre, dominer les autres, se libérer de tout scrupule et agir en fauve solitaire dans l'espoir d'être le plus fort. Ce but n'est qu'un leurre, grâce auquel le système fait faire aux hommes ce dont il a besoin pour se perpétrer et se développer, se mondialiser. Ils croient faire, mais on leur fait faire, et ils sont refaits. Car la joyeuse espérance initiale de l'emporter cède tôt ou tard à la fluctuation de l'âme déboussolée, prise entre la crainte et l'ultime espoir de tirer son épingle du jeu, si ce n'est d'arriver au désespoir extrême d'avoir raté sa vie. Alors, face à ce désastre, il est vain de pleurer. Mieux vaut pour chacun connaître les ressources de son propre conatus. Vivre exige une stratégie, la stratégie du conatus, plus ou moins consciente selon le degré de lucidité de chacun. Vivre une vie pleinement humaine en tant que sujet éthique. La stratégie est comprise ici comme la capacité d'un corps à poser et résoudre les problèmes dans une situation de risque et d'impuissance. Agir, c'est mettre sa vie en péril. Le danger, c'est la structure permanente de l'existence. Donc, loin d'être fataliste, le réalisme pratique reconnaît que le problème de tout vivant est de faire face aux obstacles. Vivre, c'est s'efforcer de continuer, envers et contre tout. Mais le problème de l'homme, c'est de bien penser ce problème afin d'adopter une conduite aussi consciente et réfléchie que possible. C'est-à-dire adaptée autant que possible, tant à la situation concrète qu'au désir propre de l'individu. Penser le réel sans renoncer à son désir. Telle est la stratégie du conatus. La stratégie du conatus peut être analysée de façon détaillée, mais je ne vais pas le faire. C'est l'habitude, c'est la persévérance, la mémoire, le principe de plaisir, l'amour de soi et des autres, la recherche de la connaissance, l'amour de la vérité, le refus de l'illusion, autant d'éléments constitutifs d'une règle de vie raisonnable. L'effort pour se conserver soi-même, c'est l'unique fondement de la vertu. Nous ne désirons avant tout qu'être affectés de joie, parce que cette expérience nous fait passer d'une puissance moindre à une puissance plus grande. C'est une expansion, une dilatation de notre être. Ce principe de plaisir est donc conforme à la nature et à la raison. C'est pourquoi nous gravons dans notre mémoire les moments heureux de notre existence et nous nous efforçons de les reproduire. Telle est la cause de nos habitudes. C'est un moyen de nous épargner de la peine et de nous garantir des satisfactions. Et plus nous sommes joyeux, plus nous renforçons notre animositas, plus nous renforçons notre fermeté d'âme. La persévérance dans notre action et tout au long de notre vie nous donne cette force d'âme qui seule permet de ne pas céder aux mauvaises rencontres, de produire des effets dont nous serons la cause autant que possible. Le sentiment d'allégresse, si rare, et l'assentiment à soi-même, si nécessaire pour résister aux pressions sociales contraires à notre liberté, renforcent l'amour que chacun se porte à lui-même et peut porter aux autres.